Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver encore ce matin, mesdames et messieurs. Merci de rester fidèles à nos programmes. La matinale qui se poursuit avec cette fois-ci la cour commune, spécialement la discussion. Aujourd'hui, nous voulons parler de cette, je vais dire, obsession à désirer un sexe pour son enfant. D'aucuns font des pieds et des mains, investissent en masse pour avoir un garçon. Ils sont tellement à la recherche qu'ils se retrouvent avec une famille nombreuse et au finish, il y a finalement plus le garçon. Mais pour d'autres, c'est la fille qui les intéresse. Ils ont fait un certain nombre de garçons et ils sont à la recherche de filles. Mais pourquoi sommes-nous obsédés par le sexe de nos enfants? Êtes-vous pour garçons ou beaucoup plus pour filles, chers téléspectateurs? Dites-nous en commentaire sur nos différents numéros. Garçons ou filles, une obsession tropicale, c'est notre interrogation du jour pour le débat. Voici mes invités. Je serai avec deux sachants sur ce plateau. D'abord, docteur Adillon Denis Rodonou. Il est docteur en sociologie, donc socio-anthropologue. Bonjour à vous, monsieur Rodonou. Bonjour, Angèle Toula. Je dis aussi bonjour aux amis téléspectateurs et téléspectatrices de votre chaîne. Qui vous répondent par ma voix. Docteur Edouard Haro, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-le-Calavi. Et également ministre à la cour Haro-Glerlet d'Abomey. Bonjour. Bonjour, madame le journaliste. Vous allez bien? Très bien, on remercie le Seigneur. D'accord. Alors, notre sujet, c'est cette obsession à trouver les garçons ou des filles. On va démarrer peut-être avec vous, monsieur Rodonou, c'est vous qui préférez. Vous avez une préférence en matière de sexe des enfants? En réalité, un homme ne doit pas avoir une préférence en ce qui concerne le sexe des enfants. Parce qu'un enfant, c'est un être humain et c'est attendu de nous tous. Et c'est une difficulté, sinon une situation difficile si on n'en trouve point. Parce que en matière de sexe, l'enfant, c'est un enfant. L'être humain, c'est un être humain. Et en matière d'être humain, il faut comprendre que les gens s'en cherchent, ils n'en trouvent pas. Et pourquoi on va avoir de préférence? Si j'en cherche, je n'en trouve pas. Et si j'en trouve, je vais parler maintenant de sexe, je ne crois pas. D'accord. Alors, monsieur Rodonou, vu que le sujet est sur deux aspects, garçon et fille, peut-être on va commencer par la recherche du garçon à tout prix. L'enfant garçon déjà, vu sous notre tropique, ça donne quoi? Merci et je remercie encore monsieur Haro. Vous dites que c'est des parents, des aînés qu'on a vus sur plusieurs plans, qui sont des exemples. Une fois encore, merci à vous. Et vous savez, dans nos milieux, quand on cherche de façon effrénée le garçon, c'est parce qu'on se dit l'héritage de la maison. Le chef de famille revient à l'homme. Et le regard qu'on en dit, oui, qui réellement va assurer la continuité de la famille. Ceci devient réellement une obsession pour beaucoup. Alors, si on parle, on dit, oh, akadi sunu demain, maintenant donc, ceci devient en réalité quelque chose qui, malgré nous, on devient des personnes hantées. Vous voyez, on met tellement, si la famille ou Dieu vous a donné la chance d'être, comme on le dit, généreuse, si vous êtes une femme généreuse en donnant beaucoup d'enfants filles, vous allez voir le regard des gens, celle n'a encore rien fait. Donc il faut forcément un garçon dans cette famille-là. On dit pour pouvoir garder la maison. C'est ce qu'on se dit dans nos réalités culturelles. Oui, si on reste justement dans cette réalité culturelle, c'est-à-dire parce que pourquoi on dit le nom que porte l'enfant. Vous savez, on dit, oui, supposons si c'est une fille, elle va quitter sa famille pour aller se marier. Oui.
mais les enfants qu'elle va mettre au monde vont porter le nom de son mari, alors que l'homme donne son nom aux progénitures. Donc ceci devient une hantise. On dit qui va porter le nom. Vous allez voir, il y a des noms de famille qui avec le temps ont disparu parce qu'il n'y a que des filles. Quand on met au monde, par exemple, supposons, vous voyez, je dis, je suis Khodonou. Que si je mets un enfant au monde, va porter toujours Khodonou. Mais si c'est une fille, même si elle porte Khodonou, en allant se marier, elle va porter le nom de son mari. Donc ceci pendant longtemps a été un problème pour les gens. On dit non, le nom de famille a disparu. C'est vrai que avec les tests, les choses sont en train d'être régularisées. Non, pendant longtemps, voilà l'une des raisons pour lesquelles beaucoup veulent avoir pour maintenir le nom de famille d'une continuité. Vous voyez par exemple Béhanzi. Les enfants garçons qui se marient et à d'autres portent le nom toujours Béhanzi qui continue. Mais les filles qui signent le nom Béhanzi quand ils se marient, c'est le nom, peut-être ils se sont mariés, pas peut-être à un autre prince. D'accord, il va porter le nom de son mari. Donc ceci devient une obsession. Vous allez voir, on cherche le garçon pour que le nom que porte le nom de famille continue de prospérer directement. D'accord. Pour perpétuer le nom de la famille. Bon. Le nom de la famille. Je vais poser une question et beaucoup vont s'arracher la tête s'ils m'entendent le dire. Mais, bon, si la famille disparaît, ça fait quoi? Si la famille disparaît, arrêtez, la famille ne disparaît pas directement. Justement. Donc, il n'y a pas un problème majeur. Oui, parce que vous savez, la place qu'on donne au garçon, on se dit le garçon, comme c'est le chef de famille. Arrêtez. Le même problème, c'est la perpétuation du nom de famille au fait. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Vous imaginez, on dit non, si le nom disparaît, le nom de famille disparaît, quelle est l'aura, quelle est l'importance qu'on a? Donc c'est comme si on a vécu inutilement, c'est ça? Entre griffes, mettons ça entre griffes, parce qu'on a déjà vu aujourd'hui, c'est ceux qui portent le nom de la famille, c'est la femme à des moments donnés. Ou aujourd'hui, avec on dit non, supposons, parce que là, c'est, imaginez que c'est la femme, je dis souvent, c'est la femme qui connaît le vrai père. De son enfant. Aujourd'hui, il y a des noms, des noms que les gens portent sans être biologiquement d'eux. Ça, c'est un griffe. Donc, à un moment donné, c'est arrêter une prise de conscience et de relativiser les choses. Aujourd'hui, il y a des femmes qui donnent leur nom à leurs enfants. Donc, cette possibilité-là amène à ne pas perdre aussi le nom de famille. Donc, je crois que c'est des choses à régler au fil du temps. D'accord. Monsieur Haro, je suis à vous sur Oui, cette même question. Le garçon vu dans nos traditions sur les tropiques. Bon, merci madame la journaliste. Le garçon vu sur notre environnement. Et je voudrais vous dire que je vais commencer par la citation de Victor Hugo. Quand l'enfant apparaît, le cercle de famille applaudit. Bon, cela dénote une particularité de joie. Mais après, on demande, quel est le cesse de l'enfant? Quand on dit que c'est un garçon, la joie continue. Mais quand on dit que c'est une fille, bon, l'enfant est là, l'enfant est là. Donc il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de joie continue. Mais il n'y a pas de joie continue. Mais pourquoi cette philosophie, cette manière de penser, cette manière d'agir? Je voudrais vous dire tout simplement qu'à ce niveau-là, il y a un problème qui se pose. Vous voyez, et tel que venait d'expliquer un peu M. Khodonou, quand on parle de garçon, lui, il incarne au niveau de notre société le patrimoine de la gestion de notre cité. C'est lui qui est le gouverneur de la maison. C'est sur lui que l'on peut compter pour faire évoluer cette maison dans laquelle il est né. Mais quand c'est une femme, par rapport à la tradition, elle ne peut pas mener cette gouvernance-là. Ce que nous constatons au niveau de notre société, en ce qui concerne les femmes, c'est rare.
parce qu'on confère une notoriété aux femmes qui veulent se mettre aux mêmes égalités que les hommes. Mais en réalité, ça, c'est une innovation de notre société. Et cette innovation ne peut être acceptée que par rapport aux faits et aux circonstances de l'heure. Si nous prenons les Amazones, c'est pas déficit de combattants et autres, et également par moyen de gagner à tout prix ce que nous entrevoyons comme étant un combat de village en village, un combat qui amène l'être humain à gagner ses ambitions. Là, il faut voir si nous rentrons dans le cas historique. Oui, et si on restait dans ce cas historique, si ces Amazones ont su porter la chose même mieux que les hommes, est-ce qu'il n'y a pas une certaine contradiction dans ce que les hommes grand H veulent au final? Non, madame. Les femmes ont su gérer. Madame la journaliste, oui. C'est ce que nous disons, ça c'est vrai, mais ce n'était pas préparé au niveau des structures de gouvernance de nos sociétés. On s'est retrouvé devant le fait accompli. On s'est retrouvé devant le fait accompli. Nous avons besoin des éléments pour nous prêter main forte au fin de pouvoir gagner telle entreprise, tel village, telle société. Bon. Et ils sont devenus comme des éléments. Bon, je ne dis pas. N'est-ce pas injuste alors qu'on les exploite sans pouvoir, je vais dire, les rendre égaux ou égales, si vous préférez, à cette joie que d'être un homme ou un garçon? Non, je suis entièrement d'accord. Oui, c'est une joie de les admettre et autres. Mais c'est notre société qui est ainsi bâtie. Si nous prenons le cas de Indira Gandhi, nous prenons celle qui avait dirigé les Philippines, nous prenons Margaret Thatcher, nous prenons tous ceux-là. C'est des exceptions à la règle aujourd'hui. On dit dame de fer, par exemple. C'est également un honneur pour la gouvernance de l'intéressé. Mais si nous prenons le garçon dans nos sociétés africaines, c'est tout à fait autre chose. D'accord. Quand vous êtes sur un règne et vous défendez les attributs de ce règne, mais on dit que cela va de père en fils. Et quand ça va de père en fils et que nous ne maintenons pas cela et que l'intéressé qui est là ne fait pas quelqu'un qui est de sexe masculin qui doit participer à sa continuité, autrement dit, il perd le pouvoir de continuité et rapidement à sa mort, il y a le règne qui est pris par un autre clan. Donc, à ce niveau-là, vous voyez que... Et c'est ça, dans n'importe quelle... Aujourd'hui, dans n'importe quelle société de notre environnement, que ça soit au nord, au sud, à l'est, l'ouest, même dans la sous-région, même partout, quand là, il n'y a pas un homme qui assure la pérennité du trône, il y a un problème. C'est-à-dire le pouvoir bascule d'un clan à un autre. Et c'est ce qui amène justement parfois des rivalités, des conflits au niveau de notre société. D'accord. Mais si tel en est le cas, pourquoi ne pas, je vais dire, associer la femme simplement, ne pas sexuer, si je peux le dire, le pouvoir? Je suis d'accord, mais il y a un problème là. Il ne faut pas oublier. Nous parlons de biologie. Et je ne voudrais pas rentrer dans des considérations historiques et spirituelles. On dit que l'homme a 9 côtes et la femme en a 7. Bon, je ne sais pas si quelqu'un les a comptés une fois. Si ça va demander aux scientifiques. C'est pourquoi il dit que je vais rentrer dans des considérations. Mais il faut reconnaître que la femme prise en elle-même, elle a, excusez-moi 10 000 fois, excusez-moi 10 000 fois, elle a quelque chose de naturel qui la rend faible mensuellement en ce qui concerne son évolution.
Parce que selon les données de la condition humaine, l'homme ne connaît pas ces difficultés-là mensuelles et à des moments donnés, en ce qui concerne la vertu de nos plantes, la vertu de nos actions traditionnelles, et la femme, à un moment donné, ne peut pas s'en approcher. Donc, il y a tout ça là, hein, dont il faut tenir compte pour comprendre ce qu'on dit d'elle et qu'il ne peut pas assumer. Il y a même des moments où, au niveau des grands événements, on invite, la femme doit prendre la parole, mais à tel endroit. Mais à cause de cette situation-là, elle ne peut pas le faire. On délègue. Donc vous voyez là qu'il y a un problème qui se pose réellement, Madame Toumla. D'accord. Monsieur Roland, finalement, la femme, elle est victime de sa nature. Oui, en réalité, c'est... Ou bien c'est l'expression de la domination, ce n'est pas une la manipulation aussi de l'homme. Oui, c'est les deux qui vont de pair. En réalité, vous voyez, en face de certaines situations, on est étonné de voir la bravoure de la femme. Moi, j'ai toujours dit, quand vous rentrez aussi dans la spiritualité, Dieu a conféré à la femme aussi des pouvoirs naturels. Imaginez si la femme n'avait pas ce pouvoir de pouvoir garder de grossesse pendant 9 mois, cette alchimie-là n'est pas donnée à n'importe qui. Vous imaginez la femme, même dans cet état-là, à la mesure de donner les dispositions ou conférer à cette grossesse-là d'autres dons à l'enfant, non? Mais, vous imaginez, l'homme est conscient aussi de ça. Okay. Mais à un moment donné, le côté négatif que peut développer la femme aussi, à un moment donné, n'arrive pas à contrôler tout ça. Mais l'homme, à un moment donné, arrive à contrôler. De telle sorte que vous allez voir, c'est avec l'âge que la femme atteint la maturité et le contrôle d'elle-même. D'où parfois on confère le pouvoir ou des responsabilités à la femme ménopausée. Oui, surtout dans les cultes. Ce n'est pas un fait de hasard, on sait. Dans les couvents, j'allais dire, surtout dans les couvents. Nous sommes conscients du pouvoir qu'a la femme. Mais le contrôle de ce pouvoir échappe à la majorité de ces femmes-là. D'où, à des moments donnés, quand vous voyez des spirituels, on dit, si la femme savait, ou si les femmes savaient tout le pouvoir qu'elles disposaient, elle allait renverser un peu la tendance. Qu'on le veuille ou non. Pourquoi le doyen, le docteur disait que quand la femme est en menstruée, on l'écarte de certaines choses. On sait que c'est quelque chose qui est naturel, n'est-ce pas? Les menstrues, c'est naturel. Oui, sinon on ne serait même pas là en train de parler de garçons ou de filles. Justement. C'est ça qui donne... Donc, c'est d'abord un pouvoir. C'est un pouvoir. Et d'autres savent comment l'utiliser. Puisqu'on est toujours sur les garçons, quel est cet apport concret en dehors de, bon, il va garder la famille, il sera assis, quel est cet apport concret du garçon? Et est-ce que cet apport finit par se concrétiser? C'est-à-dire les espérances portées sur le garçon finissent-ils toujours... ou finissent-elles toujours à porter leurs fruits? Je peux vous dire, ce n'est pas dans tous les cas. La preuve, parfois, où vous pensez avoir des garçons, vous avez des garçons et ce n'est rien que des cancres. Et à des moments donnés, ils ne répondent pas à vos aspirations, vous regrettez. Et parfois, c'est la fille que vous avez martyrisée ou à qui vous allez déléguer le second rôle qui vient au secours de la famille pour élever la famille. Donc, c'est pour ça que je dis à un moment donné, prenons conscience en disant que Dieu est mystère et quand il vous donne un enfant, si vous savez, l'enfant peut être votre flambeau pour vous soulever. Donc, à un moment donné, ne soyons pas intransigeants. Non, la preuve aujourd'hui, et je suis sûr, de plus en plus, on aura des femmes au pouvoir et qui vont démontrer. Maintenant... Ici, on est prêt à donner le pouvoir aux femmes. On ne donne pas le pouvoir. Non, utilisons le pouvoir. Les plus grandes manipulatrices, là, c'est aussi la femme. Hein. Vous savez ça. Quand on veut faire comment on appelle, déstabiliser un pouvoir, on passe aussi par la femme. Parce qu'on n'est pas insensible, nous avons un cœur qui bat, nous sommes sortis. Moi, c'est toujours, comme la dit, il y a une femme qui dit, non, vous dites oui, c'est l'homme, mais par qui sort l'homme? C'est la femme qui engendre, qu'on le veut ou non. Donc, si ce pouvoir est bien consacré, ça ne peut que donner de bons fruits. Je dis, si une femme est bien éduquée, les enfants seront bien éduqués. Hein. C'est tout ce qu'on peut dire. Monsieur Haro, je demandais l'apport concret du garçon dans la famille. L'apport concret du garçon dans la famille, c'est quoi? 1. Le garçon pérennise
le nom de sa famille. Contrairement à la femme, à la fille. Deuxième élément, le garçon est cet être-là qui doit procéder à une gestion rationnelle de son environnement et faire en sorte pour que demain soit heureux à sa famille d'origine. Et sa famille d'origine, c'est la succession qu'il incarne. C'est la succession qu'il incarne. Bon, apport concret. Il y a des initiatives, il y a le contexte d'entrepreneuriat, surtout en ce qui concerne certaines régions. Mais le garçon, ça varie d'un continent à un autre. Il arrive des moments où le garçon est là, mais c'est la fille qui gère. Mais tout ce que la fille fera, ce serait l'ordonnance du garçon par rapport à sa famille. Je dirais également que si nous prenons le continent africain, le continent européen, le continent océanique, américain et consorts, il faut voir que le rôle de la famille, là, ça diffère des spécificités de ces continents-là. Le régime matriarcal, ça s'applique ouvertement dans le contexte européen et également ailleurs. Mais chez nous ici, c'est par suite des difficultés que le régime matriarcal, ou bien par suite des phénomènes historiques, que le phénomène matriarcal trouve son champ d'évolution. Par exemple, moi j'ai fait 2 secondes, j'ai fait l'établissement avec un grand responsable de ce pays qui portait un nom. Au moment où on était sur les bancs, il aurait fallu que j'aille poursuivre mes études et revenir. Le nom que portait l'intéressé a changé et il est devenu autre. Et j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne lui ai pas posé la question. Et c'est par la suite que j'ai compris que, bon, c'est le nom qu'il portait là, c'était celui de sa mère. Okay. Or, ailleurs, sous d'autres tropiques, ce serait bien perçu. Dans nos sociétés africaines également, plus béninoises, il ne faut pas oublier, quand vous vous mariez à une princesse et que vous êtes roturier, mais tout ce qui sort de là porte le nom de la princesse. Il y en a plein. Donc, il faut remarquer que le rôle du garçon dont on parle, bon, c'est un rôle imagé par nous-mêmes, mais cela n'a aucune base. Mais déjà que nos arrière-parents ont fait en sorte que cela est structuré et calé dans ce contexte, l'on ne peut que continuer sur cette lancée-là. Et vous venez de le dire tout à l'heure, les dames qui vont au couvent, elles vont au couvent parce que là, elles peuvent tout faire. Rien ne puisse déjà les empêcher compte tenu de leur pureté. Cette fois-ci, je parle de pureté. Mais de l'autre côté, c'est l'impureté. Et dans nos contextes traditionnels et culturels, et si la femme n'est pas pure d'ailleurs, et elle met pied là où elle va mettre, elle peut disparaître, ou bien elle peut... Ça, c'est... À ce qui paraît, elle gâte tout ce qui est là. Donc, oui, c'est ça. À ce qui paraît, elle gâte tout ce qui est là. Donc, c'est ce que je peux vous dire que le rôle fondamental en réalité, est-ce qu'il y a un rôle fondamental reconnu universellement par un garçon pour gérer le patrimoine de la cité dont il est originaire? Je dirais non. Il n'y a que celui qui lui a été conféré par peut-être l'environnement. Tout à fait. Parce qu'il y a même des familles dans lesquelles, par exemple, la fille, elle est née, mais avant toute action qui concerne la famille, elle doit prendre le consentement de son petit frère qui est garçon. Forcément. Donc, c'est ce que je vous dis. C'est pourquoi mais il faut comprendre. Nos sociétés avec leur réalité. Les réalités, c'est quoi? C'est que, ici, là, on dit, il ne faut pas mettre pied dans cette forêt-là.
tu mets pied là, tu vas trouver la conséquence de ton entêtement. Donc, je crois que garçon, si tu es garçon et que tu dis que moi je suis garçon, je vais mettre pied là, allez-y, vous allez voir. Mais si tu le fais en prenant des dispositions, tu peux démontrer également ta vertu par rapport à cette situation, au point que tu vas, on dit on ne va pas, toi tu vas, tu reviens et rien ne t'arrive. Là également, c'est l'incarnation d'un pouvoir traditionnel qui te fait faire ça. Et c'est ça justement qui participe à l'enracinement des habitudes que doivent porter nos garçons dans nos sociétés où ils sont mis en exergue et assurent la pérennisation de leur gestion. Alors, vu que la chose n'est pas universelle, vu que c'est pas une vérité universelle et que ce n'est qu'un rôle conféré, pourquoi alors être complètement obsédé par un rôle qui peut changer du jour au lendemain, puisque au début vous avez dit que au départ notre société n'était pas forcément patriarcale, elle était matriarcale. Donc... Madame Toboula, je vous dis ceci. D'accord, avant que monsieur Renaud prenne la parole. Non, là, il n'y a pas de problème à ce niveau. Aucun problème. Quand on te confère, tu le fais. Quand on ne te confère pas, il ne faut pas le faire. Non, le souci c'est que les gens, il y a beaucoup de familles qui recherchent le garçon. Oui. Jusqu'à se retrouver avec une famille nombreuse et au finish on n'a même pas le garçon. Oui. Mais c'est la recherche du garçon parce que ce que vous avez expliqué, l'impact du garçon dans la famille, l'impact du rôle du garçon dans la famille, qui les oblige à chercher ce garçon-là, mais finalement on se retrouve avec beaucoup de bouches à nourrir et sans le garçon. Donc c'est ça un côté ou un aspect ça, également inconvénient. C'est un aspect économique qui est mis en exergue là. Oui, parce que c'est une obsession. L'obsession vous oblige à obtenir gain de cause, sinon vous n'êtes pas. Mais le thème même obsession dénote déjà une insuffisance. Dénote déjà une insuffisance. Si je suis obsédé par quelque chose, ça veut dire que je me mets dans la lancée de ça là et je devrais me retenir, me maîtriser pour ne pas aller dans les conséquences de cette obsession. Oui, ça devient une obsession parce que je veux que mon nom de famille ne disparaisse pas. Parce que je veux que mon héritage n'aille pas dans une autre famille. Parce que je veux que. Donc, au final, je veux, mais je n'obtiens pas. L'obsession, elle est là. Mais pas, tout d'abord, l'obsession est là. L'obsession est là. Ça veut dire que l'insuffisance est là. Oui, c'est vrai. Et si l'insuffisance est là, il faut corriger. Et pour corriger, il faudrait que toute la société se mette ensemble pour donner des règles, des directives en ce qui concerne le sexe, et que ça soit masculin ou féminin. Il faudrait que la société s'entende pour que demain, il n'y ait pas de quiproquo à ce niveau-là, qu'il n'y ait pas d'expression par rapport aux naissances. Parce qu'il y a même ce qui est dramatique, et en ce qui concerne ces situations-là, il y a même des femmes, même des familles qui se jettent dans la recherche des filles ou bien la recherche des garçons jusqu'à ce que demain les embrouille. Ça les embrouille et ça leur fait perdre, ça leur fait perdre le cheminement de leur existence. Est-ce que vous voyez? Donc à ce niveau-là, nous devons faire très attention. L'obsession là, ce n'est pas quelque chose de positif. Quand on te dit que tu es obsédé, il faut aller te maîtriser. Oui, monsieur Rodolphe. Oui, je dirais que, vous savez, la société en elle-même, elle est dynamique. Elle est dynamique parce que quand vous remontez dans le passé, les choses évoluent dans le temps. Et nous sommes obligés, en tant qu'être d'adaptation, de nous adapter. Donc, d'où à des moments donner de la résilience. Aujourd'hui, vous imaginez, les gens ont beau tout faire. Ils ont même, sur le plan scientifique, médicinal, traditionnel, cherché un cesse donné. Et ça ne vient pas. Quand ça ne vient pas, arrêtons, on devait commencer par réfléchir pour dire la nature ou Dieu ou la puissance à laquelle nous croyons ne veut même pas ça pour nous. Et c'est un peu ça, c'est que vous imaginez, les gens cherchaient parfois de garçons, tellement ils en ont cherché qu'ils ont passé par des forces occultes et ce qui vient devient un monstre. On devait commencer par réfléchir par deux fois. Vous dire attention, est-ce que c'est ce qui est dans ma destinée? Parfois vous avez des garçons, vous cherchez des garçons et à un moment donné,
Quand vous ne trouvez pas, c'est les filles qui constituent votre bouffée d'oxygène, qui viennent à vous, qui vous aident. C'est pendant que la fille est venue ou pendant que les filles sont là que vous avez de la prospérité. Mais le garçon est venu et tous les malheurs s'abattent sur vous. D'accord. Alors, nous allons suivre cet élément. Nous avons interrogé quelques citoyens et sachant sur la question. Voici ce que les Cotonois rencontrés ont dit du sujet en débat. On les écoute. C'est Dieu qui donne l'enfant. Et c'est ce que l'homme, c'est le sperme que l'homme injecte qui sort. Si c'est ins, si l'homme libère ins, et la femme aussi libère ins, c'est fille. Si l'homme libère y, et ainsi de suite, c'est ce que l'homme met dedans que la femme sort. À force de dire je veux un garçon, je veux un garçon, des fois la femme perd sa vie. Ou bien ça pousse l'homme à avoir d'autres femmes en dehors de celles qui est à la maison. Et celle-là aussi continue de faire rien que des filles. Ce qui veut dire que c'est ce qu'il a semé qu'il récolte. Aussi, c'est bon d'avoir... Avant là, on ne pouvait pas donner deux noms à notre enfant. Aujourd'hui, même si vous n'avez rien que des filles, la fille en se mariant porte son nom de jeune fille et le nom de son mari. Si vous voulez, les enfants peuvent porter les deux noms. Et ça perpétue comme ça la famille. Avant, c'est parce qu'il n'y avait pas ça, ils voulaient faire perpétuer le nom de la famille, comme qu'on s'accrochait au fait d'avoir forcément de garçons. Les couples recherchent le garçon pour pouvoir, pour construire, pour confier l'héritage, pour confier son héritage afin que cet héritage soit perpétué, ça soit confié de génération en génération. Si le garçon est privilégié, c'est justement pour que l'héritage soit préservé, pour que tout l'ensemble des savoirs de la communauté soit préservé. Quand ce serait la femme, elle va dans une autre communauté, elle va dans un autre clan, elle va dans une autre famille. Et dans la pensée des ancêtres, c'est comme si elle est appelée à aller perpétuer, à aller développer un autre clan, à aller développer d'autres familles. C'est pourquoi chaque famille se bat pour confier l'héritage aux garçons. Parce que c'est les garçons qui représentent la semence. C'est les garçons qui représentent la semence. C'est vrai qu'on a besoin autant de la semence que du champ, parce que sans le champ, la semence ne pourra pas donner, on ne pourra pas produire. Mais autant sans la semence, sans la semence, le champ à lui seul ne pourra pas donner une production. Sinon, ce serait peut-être de la brousse. Donc, il faut forcément les deux pour perpétuer. Il faut les deux, mais chaque fois, puisque le système a établi que la femme doit venir d'ailleurs, parce que le garçon n'épousera pas sa sœur, la sœur n'épouse pas son frère, et que forcément la fille doit venir d'une autre famille, c'est justement ce qui pose un souci. S'il était permis que le frère épouse, que le frère a la possibilité d'épouser sa sœur, ou la sœur a la possibilité d'épouser son frère, alors il n'y aura pas de problème. L'héritage, c'est toujours pour préserver, pour que l'héritage ne se retrouve pas dans une autre famille. De mon expérience, je pense que avoir des enfants, c'est bien, mais avoir encore des garçons parmi ces enfants est vraiment nécessaire et primordial. Ça permet de sauvegarder toujours cette famille. Et Dieu même, Dieu créateur, je pense que si c'était nécessaire, il n'allait pas envoyer Jésus, un homme sur terre. Si ce n'était pas nécessaire. Vous voyez, donc Dieu même taille beaucoup d'importance au sexe masculin. D'ailleurs, c'est le premier être humain qu'il a créé. Hein. Voilà. Donc c'est important d'avoir un garçon, au moins, dans sa progéniture. Moi, comme mon premier enfant, c'est un garçon. Donc, voilà, c'est ce que j'ai demandé à Dieu, il me l'a accordé. Ah, si je ne fais pas de garçon, c'est dangereux. Vous n'allez pas vous arrêter? Je ne vais pas m'arrêter. Même
même 20. Parce que vous savez, il y a cette histoire du genre, tout ça, ce que l'homme fait, la femme peut faire, tout ça. Mais je vous assure que si vous n'avez pas de garçons et que vous avez rien que des filles, quand cette génération, votre génération passe, et que la génération de votre fille passe là, c'est que vous là, vous êtes effacé de la terre. Personne ne se souvient encore de vous. Voilà. Donc la femme est inutile, c'est ça? La femme n'est pas inutile. Les deux sont nécessaires, mais l'homme est aussi nécessaire, très nécessaire. Voilà, l'homme est très nécessaire. Avoir au moins un garçon dans ses enfants, c'est très important. Mais il faut aussi l'éducation, parce que ça ne sert à rien d'avoir des garçons saoulards, drogués. Voilà, ça ne peut pas donner de bons résultats pour la famille. Voilà. Pour que le savoir ne se retrouve pas. Et il existe des mécanismes. Beaucoup de mécanismes ont été élaborés pour pallier à cette situation. Les mécanismes comme par exemple, aujourd'hui nous n'avons plus la notion de parole. Dans la pensée, dans le système des ancêtres, la parole était respectée. Aujourd'hui, on ne respecte plus les paroles. Dans la pensée des ancêtres, quand on trouve qu'un couple, quand il n'y a pas de garçon dans un couple, le frère du mari de la dame, ou bien le frère peut désigner son fils, qui ira devenir le fils de son oncle. Et cela s'entend comme une façon de régler une situation. De la même façon, si par exemple le couple n'a que deux filles, à un moment donné, les filles, on désigne des filles qui épousent un cousin ou quelqu'un de la famille, un membre de la famille. Là, il faut voir s'il n'y a pas des maladies. Il faut craindre les maladies héréditaires qui pourraient être dangereuses pour les enfants qui sortiront de ce couple. Donc, c'était possible que la fille épouse son cousin, d'une certaine manière, épouse un autre membre de la famille, afin que le nom de la famille puisse rester, pour que l'homme, c'est-à-dire le mari, si je prends un couple, le nom du mari reste dans la maison, le nom de la famille puisse être perpétué. Ça, c'est un mécanisme qui était possible. Et quand le fils qui est désigné pour aller devenir l'enfant de son oncle, quand c'est désigné, on respecte cette parole. Et personne ne change, on n'y change rien, c'est vraiment son fils, et ça se comprend ainsi. Il y a d'autres mécanismes qui étaient élaborés. Il y a quand le couple tente avec beaucoup les médicaments, les tisanes et autres, et que ça ne marche pas, il y a les mécanismes qui existent, c'est qu'il y a la parole donnée, où le fils, un enfant peut être désigné pour devenir l'enfant d'un autre couple. Ce sont des mécanismes qui existent. Voilà, réaction sur cet élément, M. Afoulolo. Vous voyez, en réalité, les intervenants ont fait un résumé, ont abordé pratiquement tout ce qu'on a dit. Pour vous dire quoi, c'est relatif. C'est relatif. Là où quelqu'un est en train de chercher une fille, d'autres sont en train de chercher un garçon. Pour dire, aujourd'hui, c'est vrai, on parle de la perpétuation du nom. Le nom seul ne suffit pas. Quelqu'un vient de dire, vous pouvez chercher des garçons, vous pouvez avoir ces garçons-là, et ces garçons peuvent devenir des délinquants, des hors-la-loi. Mais ce qui est important, ce qui rentre dans la conscience collective, c'est quand on rentre dans le milieu religieux. On voit que tous nos prophètes, pour ne pas dire les plus grands prophètes qu'on voit, c'est des hommes. Donc sur le plan spirituel, on voit que la référence, c'est souvent les hommes. Les hommes. Et ça a créé aussi, même chez la femme, ce complexe-là, en disant, oui, Dieu m'aime là, mais chez nous c'est réglé. Quand on veut dire Dieu, en fond, pour ce que je sais, on dit Sebolissa. Pour dire c'est les deux, la complémentarité, le mâle et le femelle, donc le masculin et le féminin. Et il s'est fait que quand on parle de X, Y, c'est ce couple-là qui maintient le monde. Il ne peut pas avoir uniquement que des hommes, il ne peut pas avoir uniquement que des femmes. Donc on souhaite, pour un homme, souhaite avoir les deux sexes pour faire l'équilibre
de l'humanité ou de l'univers. Donc, à un moment donné, maintenant, si l'univers en lui-même décide que c'est toi, je t'accorde rien que de sexe masculin ou féminin, il vaut mieux l'accepter. Si on s'entête. C'est trop vite dit, hein, ça. Ah, Il vaut mieux l'accepter. oui, parce que qu'il y a quelqu'un dans l'élément qui a dit que si lui, il n'a pas de garçon, il va en chercher jusqu'à. C'est parce qu'il a la chance d'avoir les deux. Il a déjà son premier geste. Voilà, c'est pour ça. Sinon, regardez bien. Regardez comment les choses se passent. Tu as beau chercher, quand Dieu ne te donne pas, si tu ne te résignes pas, c'est que tu vas chercher. L'obsession, tu viens chercher toi-même des problèmes. Et on en voit un peu partout. Mais je vous assure qu'avec le temps, les gens vont comprendre. Pour dire, Ndema Onamion, Wenaï. Monsieur Haro. Oui, madame le journaliste, moi je crois que il faut faire d'abord la part des choses. De tous les intervenants, j'ai retenu deux choses. La première, l'origine des êtres, des enfants qui sont nés. Elle a expliqué le côté génétique. Et c'est tout à fait juste. Donc, tous les enfants prennent pas cette voie-là, que ça soit garçon ou fille. Deuxième observation. Bon, maintenant, c'est l'euphorie. C'est l'euphorie d'un intervenant à un autre. Oui, ce qui les plaît, si c'est garçon, ce qui les plaît, c'est ça. C'est les deux choses que je retiens. Voilà, alors c'est peut-être pour répondre à cette envie de perpétuer le nom de famille que l'arsenal juridique au Bénin a donné cette possibilité à la femme de quand même donner son patronyme à ses enfants. Nous avons le code de la famille a été actualisé dans ce sens. De commun accord avec l'homme, la femme peut laisser trace de son patronyme sur l'acte de naissance de son enfant, mais c'est pas toujours, la réceptivité n'est pas totale hein, du côté des hommes qui, je vais dire, expriment pratiquement leur veto, c'est un non catégorique. Oui, vous savez, tout est une question d'éducation. Et Mandela disait, l'âme la plus puissante qui puisse être utilisée, c'est l'éducation pour transformer le monde. Le garçon qui a reçu l'éducation pour dire c'est ton nom qui doit être devant. Et avec le code de la famille qui dit la femme a la possibilité. Moi j'ai eu la chance d'échanger avec une des copines qui dit non, attention, on s'entend et lorsque l'enfant viendra au monde, tu mets ton nom, je mets mon nom. Vous imaginez? Tout de suite, tu te demandes, qu'est-ce que j'irais dire à ma famille qui dit que c'est toi le chef de famille, c'est ton nom qui va continuer. Ça fait réfléchir. Maintenant, je suppose qu'on dit ça. De telle sorte que tu mets au monde, vous voyez, je vois des amis qui ont les deux noms de famille. Maintenant, l'autre va encore avoir, vous mettez au monde, l'enfant aussi tu as deux noms de famille. L'autre va ajouter deux noms de famille. Vous voyez ce que ça va donner avec le temps. Bon, comment on va aligner ces noms de famille composés. Donc, à un moment donné, cette préoccupation a été répondue dans le test. Non, ça me fait réfléchir. Non, imagine, bon, je ne vais pas donner son nom. Supposons, je dis, je m'appelle Okehodono. Je mets un enfant au monde qui signe Okehodono. Oui. Quand il va se marier ou elle va se marier, là-bas aussi, c'est deux noms de famille ensemble. On se met comment Okehodono quoi ou bien Nyolonfun quoi. Vous imaginez ce que ça va donner? À un moment donné il faut choisir. Du cycle de la chaîne, je pense qu'il faut choisir un. Merci. Je crois bien. D'où la raison, comme on dit, le bon sens est la chose la mieux partagée. À un moment donné, on doit faire preuve de bon sens. Sinon, si on ne fait pas des concessions, on risque de ne pas en finir. On va trouver une solution, mais on va créer d'autres problèmes. Donc, à un moment donné, il nous faut réellement raison garder et choisir le juste milieu, ce qui va arranger l'être humain. Parce que au finish, c'est le bien-être qu'on cherche, le bien-être et la cohésion, le vivre ensemble. Maintenant, si on ne le fait pas suffisamment et l'ego va trop prendre le dessus, on va en arriver à des guéguerres qui ne permettent même pas à la société de mieux
de mieux évoluer, de vivre dans une ambiance donnée. D'accord. Docteur Haro, Oui, pensez-vous qu'un jour notre société finira par accepter ce qu'on lui donne, c'est-à-dire ne plus être obsédé par un sexe particulier, au-delà de ce que nous voyons aujourd'hui? Oui. Et même sans cette question, notre société pratique déjà ça. Et à l'habitude de pratiquer, c'est les concessions qui se font et autres là dont j'avais fait cas tout à l'heure. Mais il faut comprendre que en matière de naissance et en matière de fruits de naissance, mais c'est injuste de dire que on ne portera pas le nom de la femme, l'enfant ne portera pas le nom de la femme, alors que c'est elle qui a gardé son enfant. Pendant 9 bons mois. Pendant 9 bons mois. Avec toutes les difficultés autour. Et on dit que c'est l'homme. Non, c'est ça. C'est le caractère façonné de notre société qui amène cette situation-là. Et il faut comprendre que progressivement, avec le code et autres là, on en arrivera. On en arrivera comme dans les autres pays. C'est pas un problème. Hein. Il n'y a aucun problème. C'est sous nos cieux. Ça va comme sur... Ah bon, dans une société où l'homme estime que l'enfant est sa propriété, sans victime, si je parle mal à la femme, la femme veut sans victime. Tout cela, c'est la méconnaissance. Tout cela, c'est la méconnaissance de son environnement et de son caractère physiologique par rapport à la société. Il faut reconnaître ça là. Sinon, tu vous dites, Michiki, c'est vous seul qui avez fait ça. C'est l'impression que ça donne. Hein? Mais c'est l'impression que ça donne, oui, je suis d'accord, mais ça ne devait pas l'être. Parce qu'on estime que c'est l'homme qui a dépensé dessus. Non, et puis l'homme n'a rien, sa chasse gardée. L'homme n'a rien dépensé. Il arrive des moments, même parfois, où, au cours d'une grossesse même, l'homme disparaît. Et c'est après 9 mois qu'il arrive, ou bien, s'il le veut, ou bien, attend une bonne dizaine d'années, ou 15 ans, 20 ans, pour apparaître. Pour avoir l'illumination pour l'enfant. Et dit que c'est mon enfant. Parce qu'on a dit que l'enfant a travaillé, est devenu ci, est devenu ça et autres là. Là, ce n'est pas juste. Donc la femme, il faudrait réserver une place de choix par rapport à la femme et équilibrer sa psychologie pour que demain ne soit pas noir pour notre société. Parce que si l'homme évolue sur cette lancée-là pour dire vite, ouais, alors que tout d'abord, tu as semé, d'accord. Tu as gardé? Non. Et cette faculté de garder, Dieu l'a conférée à la femme. Mais ce que vous devez faire, c'est de faire en sorte pour que vos responsabilités soient engagées, quel que soit. C'est comme un acte de mariage pour le pire et pour le meilleur. Donc il faut comprendre toutes ces particularités-là. Parce que moi je crois que ici, là, quand on dit obsession par rapport aux garçons et autres, là, je partage le thème, mais l'homme ne doit pas en faire une propriété et une obsession par rapport à cette situation-là. Oui, monsieur. Oui, vous imaginez même, j'ai dit, si on rentre dans les principes et les lois, les préceptes de la nature, pour désigner l'homme enfant, c'est pour ça que moi, l'enfant est une langue scientifique. Et ça a on dit béosinto, béto là. Ce n'est pas ta propriété. Là, c'est grand H. Hein? Grand H. Ouais. Grand H pour dire, ça ne peut pas être notre propriété. Vous dites que c'est votre enfant. Portez atteinte à l'enfant pour voir. Si une voie extérieure, il n'y a pas des amendes, il n'y a pas des sanctions qui vous attendent. Pour montrer que oui, c'est toi. C'est vous qui l'avez engendré, mais une fois dehors, c'est le oui, parce qu'on dit l'humain, humanité, ça appartient à l'humanité. Tellement les gens ont compris pour dire non, l'enfant, c'est pour la communauté, mais c'est pour l'humanité. D'où les droits de l'être humain doivent être d'abord sauvegardés. Tu dis, oui, certes, c'est ton enfant, ça a des limites. Jusqu'où? Donc, si on commence par l'intégrer dans notre conscience en disant, l'enfant qui vient au monde, parce que tout ce que ça va engendrer, un enfant qui devient délinquant, s'il agresse quelqu'un, vous voyez ce que ça fait? La société prend acte ou bien les lois frappent cette personne avec toute sa progéniture ou bien toute sa famille. Donc si on l'intègre ou dit, oui, que ce soit fille, que ce soit garçon, c'est des personnes qui doivent servir la communauté, qui doivent servir l'humanité. D'où même ce qu'on dit, la famille aujourd'hui doit être élargie pour comprendre que non, c'est un bien commun qu'on doit tout le temps sauvegarder et valoriser. Que ce soit, peu importe le sexe. Moi, je dis que peu importe le sexe, l'essentiel,
c'est de pouvoir savoir que cette personne a une utilité, non seulement pour sa famille immédiate, mais pour la grande famille que constitue la société, que constitue l'université, l'univers en quelque sorte. D'accord. Alors, nous avons parlé des garçons. C'est vrai qu'on a mis quelques brins de filles dedans. On a dit que c'est totalement inutile d'être obsédé par un sexe particulier. Mais bon, restons sur l'obsession en général pour parler de la recherche également de filles. Parce qu'il y a certaines familles qui veulent également à tout prix avoir une fille. Arrivez-vous à comprendre cette envie quand on a fini d'avoir des garçons, d'avoir aussi une fille? Je sais que vous dites qu'il faudrait pas, qu'il faudrait juste prendre ce que Dieu vous donne et puis passer à autre chose. Mais comprenez-vous quand même ce besoin de certains parents d'avoir au moins les deux sexes pour pouvoir avoir une famille équilibrée? Monsieur Haro. Oui, madame la journaliste. Je voudrais également vous dire par là que ce n'est pas délicat, mais c'est normal. Si dans un couple, après avoir fini la procréation selon la nature de vos sexes masculins, on ne peut pas vous dénier de ne pas vouloir les sexes féminins. Et pour cause, parce que dans nos sociétés africaines également, il faut comprendre que les femmes ont certains caractères qu'elles développent. Et ces caractères-là leur permettent de se reconnaître et de gérer leur environnement. Mais il se dit qu'à la longue, qui prendra la relève? Celle qui prendra la relève, c'est encore un être semblable comme elle et non un de sexe contraire. Donc c'est ce qui fait que généralement, elles essaient de faire en sorte pour que à avoir également des filles dans leur progéniture, ce serait bien parce que elle se confie plus à celle-là et donne des instructions, même jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est pourquoi on dit que en général, les femmes sont toujours dans les gibecières de leur maman et les hommes. Bon, mais les hommes ici, c'est le contraire. Les hommes également sont dans les gibecières de leur maman, mais pas autant qu'ils sont dans les gibecières de leur père, de leur papa. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, le problème que vous posez ici, c'est un problème fondamental, mais c'est un problème qui nous dicte l'équilibre dans l'évolution de notre existence. Et l'équilibre là dont je trouve, c'est que je veux inculquer toute ma manière de faire, tout mon savoir-faire à ma progéniture qui est de même sexe que moi. Et déjà, elle le fait si bien que à un moment donné, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit, ah, c'est mon sexe. Ah, à tel âge, elle va commencer les menstrues. Quelles sont les attitudes qu'il faut adopter? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas blesser les autres êtres humains de votre cellule familiale? Et à quel moment il faut vous arrêter quand des dérives? Parce qu'on parle de quelque chose dont beaucoup de gens, effectivement, c'est réel en ce qui concerne à un moment donné, quand la femme atteint 15 ans ou bien 16 ans, il y a des dérives qui se commettent. La puberté et qu'elle n'écoute plus leur mère. Mais la maman prend le taureau par les cornes pour lui dire non, ça ne va pas se passer ici. On ne fait pas ça. C'est plutôt ceci, c'est plus ça. Mais celles qui ont une voix d'autorité, une voix tranchante avec un timbre normal, arrivent toujours à rapidement cerner l'irrégularité et remettre à leur, sur des pendules normales leur fille en ce qui concerne leur existence. Bon, donc nous ne pouvons pas, on ne peut pas le leur interdire. Oui. Et il faut nécessairement comprendre sous cet angle-là. Oui, monsieur Rodon, vous qui voudriez bien avoir une fille, c'est vrai, vous m'avez expliqué ça au début. Bon. Oui, vous savez, pour moi, quand je fais référence à ma maman, je me dis, il est bon d'avoir les deux sexes. Parce que je dis, hein, si moi j'arrive à comprendre le monde des femmes, c'est parce que j'ai eu des sœurs. Oui. Et j'ai vu leur manière de faire, comment, aussi même quand le doyen parlait de la puberté.
la femme se comprend mieux. Elle dit à partir de quand je vois les signes, ces signes-là, c'est des signes de féminité qui se manifestent. Donc à son temps, il faut savoir cadrer. Moi je dis, imaginez une dame qui est commerçante, qui n'a que des garçons, mais qui a encore les moyens de procréer. Son souhait, c'est d'avoir une fille. C'est d'avoir une fille pour dire, oui, elle va faire du commerce avec moi, voir comment calculer. On ne peut pas faire le commerce avec le garçon. Ça peut arriver, mais vous allez voir, il y a des aptitudes qu'on dit, oui, quand vous allez à Tokpa, regardez le nombre de femmes. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de garçons. Mais toutes ces dames-là ont envie d'avoir des filles pour prendre l'héritage, pour dire au moins ça va gérer. Peut-être on envoie l'homme à l'extérieur parce qu'on a des moyens, mais si la fille, là, on dit oui, elle peut prendre l'héritage, gérer moi, mon commerce, fait tant. Donc cette envie-là peut amener cette dame-là à dire, je vais avoir une fille. Je vais imaginer celle qui sait faire bien la cuisine. Oui, même si elle apprend ça aux hommes, elle va dire aussi, ma fille, si j'avais une fille, elle saura faire la cuisine, tout ce que j'ai, je vais la laisser ça. Donc, parfois, ça peut donner envie de dire, je vais avoir une fille. Moi, pour moi, avoir les deux, mais c'est une bénédiction. Maintenant, si Dieu dit, bon, je te donne autre, il faut aussi savoir que oui, tu feras avec. Nous allons sortir de ces échanges et résumer tout ce qu'on a dit, monsieur. Redonnons Denis Adignon, socio-anthropologue. Pour conclure. Pour conclure, je tiens à vous remercier pour avoir mis la main sur un sujet sensible, mais qui réellement trouve tache d'huile dans nos réalités quotidiennes. La seule chose que je peux dire, c'est d'accepter ce que Dieu nous donne, même si nous avons une liberté de choix, demandons. Maintenant, si ce n'est pas concrétisé, acceptons et vivons mieux. Et savoir que c'est Dieu qui donne et après tout, c'est sa main et c'est sa bénédiction qui doit primer. Bon, il y a maintenant des choses qu'on peut prendre pour avoir les sexe qu'on veut. Hein. Oui, là, si Dieu n'a même pas donné, vous imaginez, c'est comme d'autres... compter ses jours, scientifiquement. Oui, non, arrêtez, la science aussi est spirituelle, au fait. Tout ça, si Dieu, à des moments donnés, tu fais tout ça et tu n'as rien. Parfois, c'est comme, c'est l'anecdote, les parents ont pris des pilules pour que l'enfant ne vienne pas au monde pour se protéger, mais l'enfant a gardé les pilules en venant. Donc quand nous sommes, on voit les pilules, il dit non, moi il doit venir au monde. Pour vous dire, au finish, que ce soit la science, que ce soit les méthodes naturelles, que ce soit notre volonté, c'est la volonté de Dieu qui prime après tout. L'essentiel, le bon sens dans tout ce que nous faisons. Docteur Haro, c'est à vous. Oui, moi je crois que je dois vous remercier. Je voudrais vous remercier parce que ce thème-là est un thème capital. Un thème dont malheureusement nous en faisons mauvais usage dans nos pratiques quotidiennes. Parce que, pourquoi l'obsession? Non, on ne doit pas être obsédé par rapport à un sexe et à un autre. Non, il faudrait tout simplement se dire que dans la société là, quand vous venez selon les données de la condition humaine, l'homme naît, vit, souffre, procrée et meurt, appartient à un groupe social situé dans le temps et dans l'espace. Et au cours de son existence, il doit accepter tout ce qui lui vient dans les mains en ce qui concerne la procréation. Et il n'est pas question de doiter une nature de procréation par rapport à une autre. C'est pourquoi moi je dis que par rapport à tout, remettons-nous à Dieu, à l'être suprême, remettons-nous à la science pour que demain ne soit pas obscur pour notre société en matière démographique et en matière de procréation. Merci beaucoup, Dr Edouard Haro, enseignant-chercheur à l'Université d'Abomey-Calavi, également ministre à la Cour Haro-Glélé au niveau d'Abomey. Merci beaucoup, Dr Adignon Denis Rodonneau, vous êtes socio-anthropologue. Il y a une dernière étape, mais avant d'y aller, mesdames et messieurs, retenez que garçon ou fille, cela ne devrait pas être une obsession, mais bon, c'est vous qui décidez, hein. C'est vous qui décidez, mais selon les invités, autant prendre ce que Dieu nous donne et pouvoir passer à autre chose et nous occuper de ces progénitures. Mais le dernier mot reviendra toujours. Mais en faire une exception, ce n'est pas l'idéal. Mesdames et messieurs, c'est fini pour aujourd'hui. À demain.